Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une période complexe et longue de l'histoire espagnole. La dictature de Franco, 1936-1975. Près de 40 ans. Oui, bonjour. Une période effectivement dense. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur les travaux de Jean-Marcel Gauger, qui est professeur d'histoire contemporaine. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ce régime qui est né, rappelons-le, d'une guerre civile terrible, a pu durer aussi longtemps. Mhm. Comment il s'est construit, son idéologie, sa politique, ses relations internationales aussi, c'est fascinant, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, Oui, des moments clés. et puis, bien sûr, son évolution économique, sociale, jusqu'à sa fin. On va essayer de décortiquer un peu les mécanismes de cette longévité. C'est ça. Et c'est un régime souvent qualifié de fasciste, mais c'est plus compliqué que ça en réalité. Ah oui, Oui, il y a des spécificités espagnoles très fortes. C'est un mélange, disons, de traditionnalisme catholique très profond, d'autoritarisme militaire, bien sûr, mais aussi d'un certain pragmatisme politique. pragmatique Franco. Étonnamment, oui, par moments. Pour comprendre, il faut vraiment regarder les différentes phases et comment l'équilibre entre les forces qui le soutenaient, l'armée, l'Église, le parti unique, la phalange, a évolué avec le temps. D'accord. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. L'ascension de Franco. Comment il arrive au sommet? Au départ, il n'est qu'un général parmi d'autres dans le camp nationaliste, non? C'est ça, en septembre 36, il est désigné chef du gouvernement d'État nationaliste et généralissime, mais par ses pairs militaires. Le pouvoir est encore un peu collégial au début. Et comment il centralise tout ça? Eh bien, il y a une série d'événements assez providentiels pour lui, disons. Providentiel. Oui. Oui, enfin, une série de disparitions, plutôt. Le général Sanjurjo, qui était pressenti pour diriger, meurt dans un accident d'avion dès juillet 36. Ah oui? Le général Mola, autre figure clé du soulèvement, meurt aussi dans un crash d'avion en juin 37. Encore un accident d'avion? Oui, et le général Godet, lui, est fusillé par les Républicains à Barcelone en août 36. Donc, assez rapidement, les principaux rivaux militaires de Franco au sein de son propre camp disparaissent. C'est pratique. Disons qu'il a su capitaliser sur les circonstances, c'est certain. Et il y a aussi une figure politique importante qui disparaît. José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange. Exactement. Primo de Rivera, le chef de ce mouvement d'inspiration fasciste, est exécuté par les Républicains en novembre 36. Pour Franco, c'est politiquement une aubaine. Pourquoi? Parce qu'il peut récupérer l'appareil de la Phalange, qui est un mouvement de masse, et son symbole, sans avoir à gérer son chef charismatique qui aurait pu lui faire de l'ombre. Il en fait un martyr, en fait. Tout un fait. Primo de Rivera devient l'absent. Son culte est organisé par le régime, notamment au Val de los Caídos. C'est une récupération politique très habile. Donc Franco utilise la Phalange, il va même la fusionner de force avec les carlistes. Oui, les bérets rouges, ces monarchistes ultra-traditionnels. En avril 1937. Pour créer quoi? La FET. La FET et de la Jones, oui. Phalange espagnole traditionnaliste et des juntes d'offensive nationale syndicaliste, le parti unique en gros, le mouvement national. Une sorte de coquille vide pour rassembler tout le monde. C'est un peu ça. Un instrument de contrôle, de mobilisation. Mais attention, Franco ne laissera jamais les phalangistes purs et durs prendre le dessus. Ah bon? Non. Il s'appuie beaucoup plus sur l'armée, son milieu d'origine, sur les vieilles élites économiques, et surtout massivement sur l'Église catholique. Donc le côté fasciste de la Phalange, il est atténué. Oui, il est vidé d'une partie de sa substance. Pas d'anticléricalisme comme chez certains fascistes, pas de néopaganisme. L'aspect ouvriériste reste très théorique. C'est plus un décorum, un rituel, qu'une doctrine vraiment appliquée. Ce n'est pas une simple copie de l'Italie de Mussolini ou de l'Allemagne d'Hitler, quoi. D'accord. Parlons de la structure de cet État qui se met en place. Franco prend ce titre de caudillo. Ça a une signification particulière? Oui. Caudillo, ça veut dire chef, meneur. Ça renvoie à la fois au chef de la Reconquista médiévale contre les Maures et au leader militaire autoritaire d'Amérique latine. D'accord. Ça pose tout de suite le personnage, le chef militaire providentiel, sauveur de l'Espagne catholique et traditionnelle. Et ce pouvoir, dès la fin de la guerre en 39, il devient absolu. Et il repose sur une répression terrible. Oui, les chiffres qu'on trouve sont effrayants. Plus de 100 000 exécutions juste après la guerre? Oui, les estimations varient, mais c'est cet ordre de grandeur. Jean-Marcel Gauger mentionne 107 000 entre 39 et 41. Le total de la répression entre 36 et 44 pourrait atteindre 232 000 morts si on inclut les exécutions sommaires pendant la guerre elle-même. C'est énorme. Il n'y a pas que les exécutions.
Les prisons sont bondées, 270 détenus en 1940, avec des conditions sanitaires épouvantables, une surmortalité terrible. L'épuration touche tous les secteurs, l'administration, l'armée. L'enseignement aussi, j'ai lu. Oui, particulièrement, considéré comme un nid de républicains. On estime que 6000 instituteurs ont été fusillés. C'est vraiment une terreur qui vise à anéantir toute opposition et à fonder le régime dans la peur. Et dans ce climat, des gens adhèrent en masse à la Phalange unifiée, le parti unique. Près d'1 million en 1942. Par conviction ou par peur? Sans doute un mélange des deux, mais beaucoup par opportunisme ou pour se protéger, c'est certain. Avoir sa carte du parti, ça devient une sorte de passeport social, une assurance. Et l'autre pilier fondamental, vous l'avez dit, c'est l'Église. Absolument. Elle retrouve une place centrale, écrasante même, qu'elle avait perdue sous la République. C'est le retour du catholicisme le plus traditionnel? Tout à fait. Toutes les lois laïques sont abrogées, le catholicisme redevient religion d'État, l'Église contrôle l'éducation, la censure est omniprésente, même le cardinal Prima Goma se fait censurer en 1939. Ah oui. Oui, le mariage civil, le divorce, tout ça est aboli. C'est une véritable recatholicisation forcée de la société. Et cette alliance sera scellée par le Concordat avec le Vatican en 1953. D'accord. Appareil répressif, Église omniprésente et l'économie dans ces premières années. Comment ça se passe? C'est la rupture avec le libéralisme, clairement, et une inspiration des modèles autoritaires, Italie, Allemagne. Dès 1938, en pleine guerre, il y a le Fuero del Trabajo. C'est quoi ça? C'est une charte du travail qui met en place des syndicats verticaux. En gros, des structures uniques par branche qui regroupent patrons et ouvriers sous le contrôle de l'État et de la Phalange. Pour éviter les conflits sociaux. Exactement. Pour encadrer le monde du travail, éliminer les syndicats indépendants et la lutte des classes. Et bien sûr, la réforme agraire républicaine est totalement annulée. On revient à la grande propriété terrienne. Et la politique économique générale, c'est l'autarcie. On se ferme. Oui, l'autarcie est le mot d'ordre. L'idée, c'est de rendre l'Espagne autosuffisante, de limiter les importations, de se protéger des influences extérieures. C'est très idéologique au départ. Et pour ça, on crée l'INI en 1941. Voilà, l'Institut national de l'industrie. Une sorte de grand holding d'État pour lancer ou soutenir des industries jugées stratégiques. Défense, énergie, chimie. Un peu pour pallier le manque d'initiatives privées et d'investissements étrangers, qui sont quasi inexistants à l'époque. Mais cette autarcie, ça marche? Pas vraiment. Ça va s'avérer très coûteux, inefficace. Ça va contribuer à la stagnation, au rationnement, au marché noir pendant toutes les années 40 et début 50. C'est ce qu'on appelle les années de la faim. D'accord. Et tout ça se passe pendant que l'Europe est en pleine Seconde Guerre mondiale. La position de Franco doit être compliquée. Il est proche de l'axe idéologiquement. Très compliqué. C'est un jeu d'équilibriste permanent. D'abord, en septembre 39, il proclame la neutralité. Logique. Mais après la victoire allemande sur la France en juin 40, il sent le vent tourner et passe à la non-belligérance. C'est-à-dire? C'est un statut ambigu. Ça lui permet de soutenir l'Axe, mais sans entrer officiellement en guerre. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Hitler à Hendaye en octobre 40. La fameuse entrevue. Qu'est-ce qui s'y passe? Franco se montre très gourmand. Il demande une grosse part de l'empire colonial français en Afrique du Nord en échange de son entrée en guerre. Hitler trouve ça excessif et refuse. Finalement, l'Espagne ne rejoint pas l'Axe. Mais elle aide quand même. Oui, elle aide. Elle livre des matières premières stratégiques à l'Allemagne. Et surtout, Franco autorise l'envoi de la division Azul, la division bleue. Des volontaires? Oui, des volontaires espagnols qui partent combattre le communisme sur le front russe, aux côtés des Allemands, à partir de novembre 41. C'est un geste envers Hitler et aussi pour contenter les phalangistes les plus pro-allemands. Mais il va changer de cap ensuite. Oui, dès que la guerre tourne mal pour l'Allemagne, après Stalingrad et surtout après le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 42, Franco voit où est son intérêt. Il sent le vent tourner. Exactement. Il écoute beaucoup les conseils de Salazar, le dictateur portugais qui est très prudent. Franco commence à prendre ses distances. Il rappelle la division Azur fin 43 et commence à donner des gages discrets aux Alliés. C'est du pur pragmatisme pour sauver son régime. Mais ça ne suffit pas. À la fin de la guerre, l'Espagne est quand même mise au banc des nations. Ah oui, complètement. Les vainqueurs n'ont pas oublié son attitude. Le régime est condamné moralement à Potsdam en juillet 45. L'ONU refuse l'adhésion de l'Espagne en décembre 45, recommande le rappel des ambassadeurs. La France ferme même la frontière à Potsdam. Oui, entre 1946 et 1948. C'est l'isolement total,
l'ostracisme. Et à l'intérieur, il y a toujours une guérilla républicaine, les maquisards, même si elle est durement réprimée et échoue à déstabiliser le régime, comme le montre l'échec de l'opération Reconquête en 1944. Et c'est dans cette période difficile que Franco commence à penser à sa succession en posant la question de la monarchie. C'est une manœuvre très habile, oui. Avec la loi de succession de 1947, il déclare que l'Espagne est un royaume. Un royaume? Oui, mais sans roi pour l'instant, Franco se donne le titre de régent à vie et surtout le pouvoir de choisir lui-même son successeur, à titre de roi. Malin. Très malin. Ça lui permet de jouer avec les différentes factions monarchistes, les partisans de Don Juan, le fils du dernier roi, les carlistes, sans rien céder sur son pouvoir. Il garde toutes les cartes en main. Et c'est là qu'il fait venir le jeune Juan Carlos en Espagne en 1948 pour superviser son éducation. Il prépare l'avenir, mais à très longtemps. Le régime essaye aussi de donner des gages de libéralisation, mais ça semble très superficiel. Le fuero des Espagnols de 45, C'est de la façade. Ce fuero énonce des droits, mais précise qu'ils peuvent être suspendus à tout moment et qu'ils ne doivent pas contredire les principes du régime. Donc leur portée est quasi nulle. Pareil pour la loi sur le référendum, des plébiscites où on ne peut que dire oui. pendant ce temps, la situation économique reste dure. L'autarcie ne marche pas et la contestation sociale reprend. Oui, malgré l'interdiction et la répression, il y a des grèves importantes dès 1951. Ça montre que le mécontentement couve sous la chape de plomb. Alors, comment l'Espagne sort de cet isolement? Qu'est-ce qui débloque la situation? C'est la guerre froide, c'est vraiment la clé. L'anticommunisme de Franco devient un atout? Exactement. Ce qui était un handicap, après 1945, devient un avantage stratégique majeur pour les États-Unis dans leur lutte contre l'URSS. L'Espagne est géographiquement très importante et il y a des relais efficaces, notamment des catholiques influents comme Martin Artajo ou Castilla aux affaires étrangères, qui travaillent discrètement au rapprochement. Et ça aboutit aux accords avec Washington en 1953. Oui, c'est le tournant absolu. Les accords de Madrid de septembre 1953, aide économique et militaire américaine contre des bases militaires US en Espagne. C'est la fin de l'isolement stratégique. Et quasiment en même temps, le concordat avec le jeu de Tican. En août 1953, oui. Double légitimation, stratégique avec Washington, morale avec Rome. Ça ouvre les portes. L'ONU en 1955, le FMI en 1958, le SIE en 1959. L'Espagne réintègre le concert des nations occidentales. Et cette ouverture internationale coïncide avec un changement important à l'intérieur du régime, l'arrivée de gens de l'Opus Dei au gouvernement. C'est l'autre grand tournant, interne celui-là. Au milieu des années 50, le régime est un peu à bout de souffle. L'équipe de la guerre civile vieillit, l'autarcie est un échec, les grèves reprennent en 56. Franco sent qu'il faut changer quelque chose. Il faut moderniser. Voilà, moderniser l'économie surtout. Et pour ça, à partir de 56-57, il fait appel à une nouvelle génération, les technocrates. Souvent jeunes, brillants, formés à l'économie, et beaucoup sont membres ou proches de l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est quoi exactement? C'est une organisation catholique fondée en 1928, assez conservatrice, qui insiste sur la sanctification par le travail professionnel et qui vise à influencer les élites de la société. Des hommes comme López Rodó, Ullastres, Navarro Rubio vont devenir très puissants. Et ils vont lancer le desarrollismo, le développementisme. C'est ça. L'idée de base, c'est on assure la stabilité du régime par la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie, plutôt que seulement par la répression. Le développement économique sans la démocratie politique. Et comment ils font? Ils libéralisent l'économie, ils l'ouvrent aux investissements étrangers, ils encouragent le tourisme à fond, ils lancent des plans de développement. C'est une rupture avec l'autarcie. Mais attention, sans toucher aux fondements autoritaires du régime. Franco le rappelle d'ailleurs en 1958 avec la loi sur les principes du mouvement national. Donc, une libéralisation économique, mais sous contrôle politique strict. Est-ce qu'il y a quand même un petit assouplissement ailleurs? Un tout petit peu, et très contrôlé. Par exemple, la loi sur la presse de 1966, portée par Fraga Iribarne. Qui n'est pas de l'Opus Dei, lui. Non, c'est un phalangiste moderniste, un rival. Cette loi supprime la censure préalable, ce qui est un changement, mais l'autocensure reste forte et les sanctions a posteriori possibles. On voit aussi apparaître et être tolérées de façon très relative les commissions ouvrières, les CCO. Des syndicats clandestins. Oui, d'inspiration communiste au départ, qui naissent dans les entreprises et deviennent plus influents que les syndicats officiels. C'est une tolérance très ambiguë du régime. Et puis la loi organique de 66 esquisse une séparation chef d'État-Premier ministre. Mais ça reste théorique sous Franco. Mais économiquement, ça marche.
Les années 60, c'est le miracle espagnol. Ah oui, là, les résultats sont spectaculaires. Entre 1960 et 1974, la croissance est fulgurante, autour de 7% par an en moyenne. C'est énorme, Le pays se transforme. complètement. Industrialisation rapide, pensée aux usines Seat, explosion du tourisme sur les côtes, modernisation de l'agriculture, le niveau de vie augmente, une classe moyenne apparaît. C'est une vraie révolution économique et sociale. Mais ce miracle a ses limites, ses tensions. Bien sûr, d'abord, c'est une croissance très dépendante de l'extérieur. Capitaux étrangers, devises du tourisme, argent envoyé par les millions d'Espagnols qui vont travailler en France, en Allemagne. Les émigrés. Oui. Et puis, c'est creuse les déséquilibres régionaux. L'Espagne côtière et Madrid décolle, mais l'intérieur se vide. Et surtout, le décalage devient énorme entre cette modernisation économique et sociale et l'immobilisme politique. Ça crée des frustrations, des tensions. Les grèves augmentent. Oui, elles deviennent plus fréquentes, plus dures, plus politiques. Les universités s'agitent aussi, surtout après 1968. Et puis il y a le terrorisme basque qui reprend de la vigueur avec ETA. Est un Euskadi Tascatasuna, fondé en 59, mais qui passe à l'action armée dans les années 60. C'est ça. Ils commettent leurs premiers attentats meurtriers à la fin des années 60. Donc face à tout ça, grève, agitation étudiante, terrorisme, le régime a tendance à se durcir à nouveau. Et c'est là qu'émerge la figure de l'amiral Carrero Blanco. Exactement. Luis Carrero Blanco, un militaire ultra-conservateur, l'homme de confiance absolue de Franco. Nommé vice-président en 67, il incarne la ligne dure, le refus de toute ouverture politique, l'immobilisme. Et c'est lui qui pousse pour la désignation de Juan Carlos comme successeur en 69. Oui, sa désignation officielle en juillet 69 est vue comme une victoire du clan Carrero. Juan Carlos, à l'époque, apparaît comme le garant de la continuité du franquisme après Franco. C'est dans ce climat tendu qu'éclate le scandale Matesa en août 69, une affaire financière. Oui, une grosse affaire de fraude aux aides à l'exportation impliquant une entreprise textile, Matesa, proche de l'Opus Dei. Ça révèle les luttes de pouvoir féroces au sommet. Les phalangistes comme Fraga espèrent en profiter pour écarter les technocrates de l'Opus Dei. Et ça marche. Non. Contre toute attente, Franco, lors du remaniement qui suit, maintient sa confiance à l'Opus Dei, qui sort même renforcé et domine le gouvernement jusqu'en 73. C'est assez paradoxal. Et ce gouvernement Opus Dei, il continue d'ailleurs l'ouverture économique, accord avec la CE en 70, relations commerciales avec l'URSS en 72. Mais les contradictions sont de plus en plus fortes. Notamment avec l'Église. Oui, l'Église espagnole elle-même a changé après le Concile Vatican II. Elle devient plus critique envers le régime. L'Assemblée évêque prêtre de 1971 demande même pardon pour le rôle de l'Église pendant la guerre civile. C'est un choc pour le régime, Et la violence politique monte encore d'un cran. clairement. La fin du régime est très violente. Il y a le procès de Burgos contre ETA en décembre 70. Les condamnations à mort initiales provoquent un tollé international. Franco doit commuer les peines. Mais ETA multiplie les attentats. Et il n'y a pas que État. Non. D'autres groupes armés apparaissent à l'extrême gauche. Le Frappé, maoïste, et les Gerapo, marxistes-léninistes. La répression est féroce. L'exécution de l'anarchiste Salvador Puig Antich-Ogaro en mars 64 marque les esprits. C'est le dernier garrotté d'Espagne. Et puis, le coup de théâtre. L'attentat contre Carrero Blanco le 20 décembre 1973. Ah oui, ça c'est un tournant majeur. Carrero Blanco, qui était devenu Premier ministre quelques mois plus tôt, est tué par État dans un attentat spectaculaire en plein Madrid. Spectaculaire comment ? Ils avaient creusé un tunnel sous la rue où passait sa voiture pour aller à la messe. L'explosion a été tellement forte que la voiture blindée a été projetée par-dessus un immeuble de 5 étages. C'est énorme. L'impact politique doit être immense. Immense. Carrero, c'était l'homme clé de la continuité, le dauphin désigné. Sa mort décapite la ligne dure et ouvre une période d'incertitude totale. Le projet d'un franquisme sans Franco, tel qu'il l'imaginait, meurt avec lui. Il y a eu des théories sur cet attentat, non? La CIA... Oui, des spéculations ont couru, peut-être liées à un projet nucléaire espagnol que Carrero soutenait. Mais rien n'a jamais été prouvé. Officiellement, et c'est le plus probable, c'est une opération d'État. Mais les conséquences politiques sont là. Le régime est déstabilisé en profondeur. Franco nomme alors Arias Navarro Premier ministre. Un autre dur, mais qui tente quand même une ouverture. Oui, Arias Navarro, ancien chef de la police politique,
annonce en février 74 un projet d'ouverture, l'esprit du 12 février. Mais c'est très timide et c'est vite bloqué par le noyau dur du régime, le bunker, et par Franco lui-même, qui est de plus en plus malade. Et il y a la révolution des œillets au Portugal en avril 74. Ça a un impact. Un impact énorme. Voir la dictature voisine tomber pacifiquement, ça donne de l'espoir à l'opposition démocratique en Espagne et ça accélère son organisation. Franco est de plus en plus malade. Juan Carlos fait des intérims. L'opposition s'organise. Oui, malgré leur division, les démocrates commencent à s'unir. La Junte démocratique autour des communistes, la plateforme de convergence démocratique autour des socialistes. L'année 75 est terrible. État d'exception au Pays Basque, loi antiterroriste. Et les dernières exécutions en septembre 75. Oui, 5 militants d'État et du FRAP exécutés malgré les protestations internationales massives. C'est le chant du cygne sanglant du régime. Franco fait une dernière apparition en octobre, très affaibli. Et il meurt le 20 novembre 1975, le même jour que José Antonio Primo de Rivera. Exactement, une date symbolique. Sa mort ouvre enfin la voie à la transition. Juan Carlos est couronné 2 jours après. Oui, le 22 novembre. Et il va jouer très finement. Il garde Arias Navarro comme Premier ministre pendant plusieurs mois, jusqu'en juillet 76. Pour rassurer l'appareil franquiste. Oui, pour éviter une rupture brutale, comme au Portugal, et préparer en douceur le passage à la démocratie, qui sera ensuite mené par Adolfo Suárez. Bon, si on essaie de résumer ces presque 40 ans, qu'est-ce qui ressort le plus de ce régime? Sa longévité d'abord. Et sa capacité d'adaptation, je crois. C'est ça qui est frappant. D'une dictature militaire, cléricale, quasi fasciste au début, Mhm. il a su évoluer, utiliser la guerre froide, puis la carte de la modernisation économique pour durer. Il a changé de visage en s'appuyant sur différents piliers selon les époques, armée, église, phalange au début, puis les technocrates de l'Opus Dei. Un régime pragmatique finalement, malgré son idéologie rigide au départ, et qui a paradoxalement créé les conditions de sa propre fin. C'est tout le paradoxe, oui. Une dictature qui lance une modernisation économique, qui finit par la dépasser, et qui organise sa succession via une monarchie, avec un roi formé par Franco, mais qui va finalement piloter le retour à la démocratie. C'est assez unique. Une dernière question pour la réflexion. Comment expliquer cette trajectoire? Une dictature née dans la violence, répressive, qui dure si longtemps, se modernise économiquement et aboutit à une transition démocratique menée par l'héritier du dictateur. Quels héritages complexes de cette période marquent encore l'Espagne d'aujourd'hui?